Coucou YouTube, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on continue de regarder le documentaire qu'on a commencé la semaine dernière sur la répression du franquisme. On va rappeler un peu les dates clés, un peu ce qu'on a vu la semaine dernière, les horreurs hein, qu'on a vues la semaine dernière, parce qu'on a littéralement vu des horreurs. Donc, c'est parti. En Espagne, début du XXe siècle, avait déjà connu donc une dictature avant celle de Franco, celle du général Primo de Rivera, qui était aussi un homme militaire. C'était aussi une dictature militaire, mais qui a été un peu appelée voilà la dictature molle entre très très grosses guillemets, dans le sens où c'était pratiquement rien face à l'horreur qui arrivait quelques années plus tard. Dictature donc qui s'est effondrée en 31 suite à des élections générales où en fait ce sont des partis anti monarchie, parce que en fait, quand la dictature s'est effondrée, la question s'est posée de savoir si on maintenait la monarchie ou pas, puisque la monarchie a plus ou moins été maintenue tout le long. Elle est encore là aujourd'hui d'ailleurs, mais ça on en reparlera. Donc la question s'est posée et ce sont les partis qui ne voulaient pas de la monarchie qui l'ont remportée. Donc la seconde république a été mise en place, d'où ce petit cœur avec le drapeau là qu'on voit républicain, parce qu'en fait, allez, du coup le drapeau républicain c'est rouge, jaune, violet. La dernière bande en bas est violette et non pas rouge. Donc c'est pour ça que c'est voilà, merci drapeau. Drapeau nous illustre ça à la perfection. Donc c'est un symbole très très connu en Espagne, évidemment, très peu, voire pas du tout en France, hein, on en parlait, le fait qu'en France, c'est pas un sujet qui est très 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 abordé. Ah voilà, en plus j'avais vu maintenant, j'ai pu mettre les emotes sur la scène, si ça c'est pas incroyable. Donc en 31, la Seconde République est proclamée en Espagne. On parle quand même d'un régime plutôt assez beaucoup démocratique, mais dans le sens premier du terme, qui donne le droit de vote aux femmes, l'autorisation de divorcer, entre autres choses, hein. Là, je parle vraiment socialement. J'aurais dû lire plus de trucs là avant de. J'essaye chaque semaine, tu vois, de relire encore plus de trucs. Autorisation d'avorter pour les femmes, droit de vote pour les femmes. Voilà, en tout cas, ça avançait bien. D'ailleurs, une des mesures phares de la Seconde République, c'était surtout de redistribuer voilà, les terres. Désolée, je me suis un peu perdue dans le truc. Donc voilà, un des buts phares de la République, c'était de redistribuer les terres parce qu'évidemment, très peu de personnes possédaient la plupart des terres agricoles en Espagne. Et donc, soit ils ont réquisitionné des terres pour les rendre publiques, et du coup, ils ont créé des postes de fonds pour les gens qui travaillaient la terre. Soit ils ont réquisitionné des terres pour les redistribuer à des personnes. Donc ça a été un peu une des grosses mesures qui a fait que ça a éclaté. Donc en 36, c'est le nouveau à chaque fois, chaque semaine, je dis le Front populaire, le nouveau. Alors que c'est pas du tout le nouveau, là, c'était juste le Front populaire. Désolée, qui était une alliance de gauche. On retrouvait des partis donc le moins à gauche comme le PSOE, bon qui à l'époque était marxiste, il n'est plus aujourd'hui, ce parti existe toujours, et ça allait jusqu'à des partis communistes, anarchistes, etc. Et donc en 36, pendant cette même juste après les élections, quoi, où le Front populaire a été élu. Donc on en arrive au coup d'État donc militaire. Donc à la base, ce n'est pas Franco seul qui opère le coup d'État, ils sont plusieurs, hein, ils sont une dizaine. Et les trois principaux sont donc le général Mola, j'allais dire les trois principaux, ou les trois SACAM, hein, parce qu'on peut très, enfin ils sont appellables les trois SACAM sans trop de problèmes, hein, voilà. Donc les trois SACAM principaux sont le général Mola, qui lui donc a soulevé des troupes dans le nord de l'Espagne. Donc Mola, qui est un gars qui a fait appel à des exécutions sommaires dès le départ. De toute façon, ça, je vais le rappeler, mais en gros, voilà, dès l'appel du coup d'État le 17 juillet, il y a eu des exécutions. Les gens se sont fait fusiller day one. De façon sommaire, voilà, vraiment directement. Là, on a vu déjà la semaine dernière des témoignages de gens, voilà, ou dans leur famille, leur grand-père, leurs parents. On a vu des gens aussi, voilà, les parents se faire emmener, etc. Là d'ailleurs, je crois qu'on quand on va reprendre, on va de nouveau avoir des témoignages assez durs. Donc voilà. Ensuite, donc on a le sac à mer de Mola au nord de l'Espagne. On a Queipo de Llano au sud de l'Espagne. Donc lui aussi, voilà,
Encore un mec sympa. Ironie, bien sûr, hein. Ironie, bien sûr. Mais ici, personne n'est du genre à tout cramer. Non, bah non. Ne regardez pas mon joli dessin là, de ce côté-là de l'écran. Là, ne le regardez surtout pas. Ce n'est pas du tout un appel à la cramouille, évidemment. Donc on a Keipo Deyano qui a appelé voilà à aller non seulement donc tuer froidement toutes les personnes qui s'opposeraient donc à ce mouvement que eux appellent nationaliste, mais qui en fait c'est juste un mouvement fasciste hein, clairement qui s'oppose à la République. Tout simplement. À ce moment-là, on parle même pas encore vraiment des communistes et des anarchistes dans les troupes républicaines. À ce moment-là, on parle vraiment des républicains, c'est-à-dire des personnes qui restent fidèles à la République, fidèles au régime démocratique, enfin, démocratique dans la mesure du possible, hein, dans la mesure où il pouvait être démocratique dans les années 30. Mais voilà. Et Franco, donc, qui lui s'est soulevé avec les troupes du Maroc, puisque je rappelle qu'à l'époque, le Maroc était un protectorat espagnol encore. Et on a vu la semaine dernière que c'est en 56 que le Maroc a recouvert son indépendance. Donc Franco, lui, est parti du Maroc. Plus tard, quand il prend le pouvoir, en fait, il va enlever du milieu les autres, hein, parce que bon, quand on est facho, on se fait des sales coups même entre nous, hein, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas marrant. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans le début du docu? Ben, on a vu que ça a été très violent dès le départ. Donc, on a vu que dès le départ, hein, Mola, donc le général du nord de l'Espagne, avait édité des documents confidentiels, mais se sont passés entre généraux, où il disait bien qu'il fallait que la répression soit violente. C'était écrit noir sur blanc, d'une extrême violence, parce qu'il fallait absolument se mettre chez tous ceux qui pourraient éventuellement se rebeller contre les nationalistes. On va voir aussi que du coup ces généraux on a déjà vu aussi pardon que ces généraux qui ont organisé le coup d'État pensaient vraiment hein, faire leur coup d'État en 3-4 jours. Ils pensaient vraiment, en gros, eux ils ont lancé le coup d'État le 17 juillet 1936 au Maroc. Et eux pensaient que vraiment le 18, le 19, allez, le 20 ou plus tard, la péninsule, l'Espagne serait tombée entre leurs mains, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que là, on est arrivé au chapitre qui s'appelle que le coup d'État, il a échoué et que du coup, bah, la guerre civile commence. Comme le coup d'État n'a pas fonctionné, je mets des guillemets parce que voilà, c'est la guerre civile qui a démarré et qui durera du coup 3 ans. Pour rappeler les dates, donc la guerre civile durera jusqu'en avril 39. Puis le Franco décédera, je sais pas pourquoi dis décédera comme si je respectais, va mourir, enfin est mort en 75 et en fait en 77 a été promulguée la loi d'amnistie pour les franquistes et fascistes, qui interdisait carrément toute recherche sur les crimes du franquisme, qui interdisait le fait de l'évoquer, etc. Ce n'était pas enseigné dans les écoles, nulle part, il n'y a rien eu. Ce sont les mêmes ministres qui étaient là, genre en 76, qui étaient toujours là en 78. Voilà. On prend souvent 77 comme date pour la fin de la dictature, mais en fait, on est plus ou moins toujours dans une transition même si le régime a changé, même si on est passé en monarchie parlementaire. Voilà, faut pas oublier que c'est les mêmes gars hein, voilà, même si les partis se sont reformés, le PSOE, le Parti communiste se sont reformés, sont revenus, mais voilà. Et ensuite, on arrive donc en 2007 où la recherche contre ces crimes de guerre est du coup dépénalisée. Et après, il faut attendre 2020 pour qu'enfin la mémoire historique soit votée et que du coup les victimes du franquisme soient bien reconnues comme des victimes. Donc je rappelle qu'il va y avoir des témoignages durs, que ça parle d'assassinat, de meurtre, de torture, de violences faites aux femmes. Donc voilà, hein, doucement, doucement, c'est des sujets extrêmement sensibles et si jamais vous y êtes sensible, vous n'hésitez pas à quitter ce stream. La seule streameuse au monde à dire quitter ce stream. Mais voilà, je répète, ne vous infligez pas ça si c'est dur, quoi. C'est parti. Donc on reprend ce documentaire qui, je le rappelle, a été fait par le média qui s'appelle Publico, qui est disponible sur leur chaîne YouTube.
sans sous-titres. Comme je l'ai déjà dit, j'espérais qu'il y ait les sous-titres en espagnol, ne serait-ce que des fois pour m'aider à comprendre. Là, quand j'ai sous-titré, bon, je pense pas qu'on y arrive, mais il parle des Vosges et comment il prononce le département des Vosges. Genre, j'ai dû chercher ce que j'entendais des Vosges et j'étais là, mais qu'est-ce qu'il dit, de quoi il parle? Et j'ai fini par voir que c'était les Vosges. J'avais peur que, parce que chez moi, il était très bas, mais non, du coup. Con el frente norte paralizado en la Sierra de Madrid, tomó protagonismo el general Franco. A pesar del fracaso del golpe planificado por Mola, Franco decidió continuar su avance hacia Madrid desde Marruecos. Donc voilà, là on voit que, comme j'ai dit, pour eux, ils ont vécu on a vu que eux ont considéré le coup d'État comme un échec parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre l'Espagne en quelques jours comme prévu. Donc là, ce qui a mené à la guerre civile. Hein. Una victoria sin ningún tipo de paliativos porque, y además eso lo dice textualmente, yo quiero ganar la guerra con mis propias fuerzas, sin ningún tipo de concesión. El 28 de julio, Franco concedió una entrevista al periodista estadounidense. Donc voilà, là, elle a juste redit ce que j'ai dit. Donc là, on va voir Jay Allen. Elle est assez connue, cette interview qu'il a fait à Franco, ce journaliste, qui a été faite au Maroc à l'époque. Jay Allen en Tetuán. Ahora que el golpe ha fracasado en sus objetivos, ¿por cuánto tiempo seguirá la matanza? Le pregunté. Él me contestó tranquilamente. No habrá compromiso ni tregua. Seguiré preparando mi avance hacia Madrid. Avanzaré, gritó. Tomaré la capital. Donc voilà, hein, c'est clair et net. Malgré l'échec du coup d'État, Franco a décidé que de toute façon, il comptait écraser tous ceux qui se mettraient sur son chemin. Et vous verrez qu'après, il aura des mots encore plus durs dans cette même interview. Hein. Quiero es dominar lo más posible a mis enemigos y si hace falta acabar con... Donc lui, je rappelle, ce monsieur, alors normalement j'ai son nom, voilà, c'est Baltasar Garzón. Et c'est un historien très très impliqué dans la lutte antifasciste. Il a lui-même émis un mandat d'arrêt contre Pinochet dans les années 70. Lui, il a commencé à faire des enquêtes sur les disparus et sur les crimes du franquisme début 2000. Hein. Ça, c'est ce que j'ai déjà dit la semaine dernière, mais je rappelle. Et il a eu des problèmes avec la justice, puisqu'à ce moment-là, c'était encore illégal, ne serait-ce que de faire des recherches sur les crimes du franquisme. Bon, la loi de 2007 a permis qu'il, au final, il ne soit pas inquiété, outre les menaces de mort, les choses joyeuses qu'il a pu subir. C'est quelqu'un qui a aussi enquêté contre les banques, l'évasion fiscale, les choses comme ça. Donc on est sur quelqu'un qui est très, très impliqué sur beaucoup de fronts. España, cueste lo que cueste, yo tengo que conseguir la victoria. Et je pense que c'est les nerfs, hein, on en a déjà parlé la semaine dernière, et oui, je pense que c'est les nerfs, mais il est un peu mort de rire alors qu'il raconte des trucs horribles. Donc on ne s'inquiète pas, voilà, je pense que c'est tout simplement parce que bah, c'est nerveux, quoi, c'est une façon de se protéger. Hein. Que waouh, il a été emmerdé par les FAF. Les bras m'en tombent, t'as vu? Incroyable. Entonces le pregunté, ¿eso significa que tendrá que matar a la mitad de España? El general Franco sacudió la cabeza con sonrisa escéptica, pero dijo, repito, cueste lo que cueste. Le he dicho, cueste lo que cueste. Donc voilà, hein, donc là c'est clair, net et précis. Franco exprime clairement que voilà, il compte écraser quiconque se mettra sur son chemin et il prendra l'Espagne coûte que coûte. Hein. J'ai tout le stream pour revisser mon bras. Très bonne blague. Donc elle, donc là, elle va raconter comment son père a été emmené par des phalangistes. Et c'est ce qui s'est passé, oui, oui, oui. Et Franco a réussi. Franco est mort de sa belle mort, comme j'ai dit tout à l'heure, en 75. D'ailleurs, après, on verra un autre personnage super qui, lui, est mort de sa belle mort dans les années 2000 en plus. Donc voilà, c'est génial. Pas sûr qu'on y arrive, en fait, jusque-là aujourd'hui. Mais ouais. Quoi qu'il en coûte. Oui, c'est ça, quoi qu'il en coûte. C'est ça. En somme, c'est tout à fait ça, Wawid. Donc là, elle va raconter comment elle a vu son père se faire emmener. Enfin, c'est assez poignant hein, comme témoignage. Je vous le laisse en entier. Estábamos en la cocina, yo, mi madre tenía ella en brazos, mi hermano así y yo con mi, a orilla de mi padre y ya cuatro hombres allí
hablando que iban a entregarle, a que le entregaran las armas. Que nos entregan las armas y te dejamos tranquila. Y dice que conteste mi padre, yo no tengo ningún arma, ni yo ni ningún compañero de la Casa del Pueblo. No tenemos armas, nosotros no tenemos armas. Yo no tengo más armas que estos 3 hijos para luchar por ellos. Ya nada más que ya sé que ya mi padre ya nos empezó a besar, llorando. Yo me acuerdo que mi padre estaba llorando, y mi madre y todos llorando. Y así se la llevaron. Mi padre volviendo la cabeza para atrás, llorando, adiós hijos, nos lo decía. Y eso es lo que me acuerdo todo perfectamente. Bon bah ça y est, j'ai re la boule à l'estomac. Ça va vous? Comment vous vous sentez? Ce monsieur connaît la phalange sur le bout des doigts. Badoum. Bien joué en rigolo, bien joué. Allez, on continue, hein. Je sais pas si je fais pas une petite pause là pour essayer de souffler un peu parce que le témoignage est quand même bien poignant, pas qu'un peu. Et c'est pas le, il y en a d'autres qui suivent, hein. 31 de julio. Alocución del general Mola en Radio Burgos. Yo podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a los enemigos, pero no quiero. Quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad y para aniquilarlos. Y los aniquilaban. El 3 de agosto asesinaron a Emilio Fernández. Donc là, ce qu'on voit, on a déjà vu le début la semaine dernière, c'est qu'ils ont fait une mise en scène des exécutions. Donc oui, il y a quand même un côté un peu sensationnel, voyeur. Si moi, je l'ai déjà dit la semaine dernière, j'ai hésité à pas les enlever entre guillemets, mais bon, ça aurait dénaturé le documentaire. Il a été fait comme ça. C'est pas pour qu'on enlève des bouts, mais même si il y a pas de sang, etc. C'est quand même ça prend les tripes, hein. Si on laisse trop les femmes jouer avec le pouvoir, c'est peut-être ce qui nous attend. Ça peut, disons que ça peut basculer très très vite. L'Espagne, avant le coup d'État, était dans une situation bien moins catastrophique que l'est la France aujourd'hui. Donc, les choses peuvent basculer extrêmement vite, surtout avec des gens armés. On parle quand même d'une armée hein, qui a pris le pouvoir, comme je disais la semaine dernière, face à des gens qui ont réussi à se défendre, des personnes qui n'étaient pas du tout affiliées à un corps d'armée, même s'il y a il y a des personnes hein, dans l'armée espagnole qui n'ont pas voulu suivre Franco, qui se sont rangées du côté républicain. Mais du côté des républicains, c'était surtout des hommes, des femmes, des gens qui prenaient les armes comme ils pouvaient. Et le fait, comme j'avais dit, qu'ils aient tenu 3 ans face à une armée entraînée dont c'est le métier, etc., bah voilà, de tuer des gens, c'est quand même impressionnant, sachant que Franco a reçu l'aide matérielle et a reçu aussi des hommes de la part d'Hitler et en moindre mesure de Mussolini. Alors que les républicains, de leur côté, ça aussi j'avais dit la semaine dernière, mais c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, la France et l'Angleterre se sont mis d'accord pour ne pas intervenir. D'un côté, parce qu'ils avaient peur donc, que le conflit éclate en conflit mondial. Bon, comme je dis, ce qui est assez ironique quand on sait ce qui a suivi derrière, quoi. Et d'un autre côté, par peur que si l'Espagne avait un gouvernement trop de gauche ou communiste, se retrouve à s'allier avec l'URSS, donc qui était bah, l'autre ennemi à ce moment-là, qui était en train de grandir. Donc voilà, voilà. De Alfonso Asperilla. Si dejan vivo a mi tío Emilio, mi tío Emilio. Donc cette personne est un descendant de personnes qui a été de plusieurs personnes qui ont été réprimées, assassinées ou emprisonnées. Voilà, rien à dire de plus puisque voilà, c'est un témoin. Continúa con el negocio, porque era el que llevaba el negocio con mi abuelo. Entonces no les interesaba dejar vivo a... Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu dans la première partie qu'en fait son grand-père tenait une armurerie. L'ironie, voilà, est là. Qu'il est allé à la caserne qui avait du coin de là où ils habitaient. Donc là, on se trouve, je crois, à vérifier, mais je crois qu'on se trouve à Medina del Campo, qui est un village qui est à Valladolid, en Espagne. Et lui, il a été à la caserne pour rappeler aux gens à la caserne bah, que leur rôle était de défendre la République. Et donc, ils sont allés le chercher le lendemain. Voilà. Mi tío Emilio. Y se le cargaron también.
Estando en Cáceres Franco, que eso sería, pues calculo que en agosto, el principio, poco después de dar el salto a la península, le visita Vegas Latapí, que era un líder monárquico. Alors c'est là que j'ai pas mis le nom de la personne qui va voir Franco, tout simplement parce que je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur Internet. J'entends mal ce qu'il raconte, donc j'ai pas réussi à repérer le nom. Mais en tout cas, j'ai quand même réussi à trouver des rapports sur cette visite. Mais je n'ai pas trouvé le nom de la personne. Donc il semblerait que ce soit un leader monarchique. Y le comenta a Franco que es público y notorio que en la retaguardia franquista se están cometiendo asesinatos y se están llevando a cabo juicios militares, consejos de guerra, sin las suficientes garantías, y que sería conveniente que, bueno, pues que eso parase. El propio Vegas dice que Franco escuchó, se quedó tan tranquilo, no hizo más comentarios, los asesinatos siguieron y los consejos de guerra siguieron. Ese mismo día, 3 de Donc les conseils de guerre dont il parle, ce sont des conseils de guerre qui en fait étaient plus ou moins des supercheries, quoi. C'était histoire d'avoir une excuse pour aller fusiller, exécuter les gens, mais en soi, c'était des conseils de guerre en plus où on jugeait des personnes qui n'étaient même pas des militaires pour la plupart, donc c'est là qu'on voit le délire du truc, quoi. agosto, el general Mola ordenó que no se hicieran autopsias a los asesinados. Et évidemment, toutes les personnes assassinées n'ont pas reçu ni de sépulture, ni d'hommage, ni rien du tout à l'époque, hein. C'était vraiment, c'est-à-dire que même dans la mort, leur corps n'était pas traité avec je sais pas comment on dit, le respect qu'ils méritent. A lo que se llamaban entonces cadáveres de desconocidos, que eran personas asesinadas por las milicias fascistas, ya sea mediante saca o mediante paseo, y que no se... Alors, A lo que se llamaban entonces cadáveres de desconocidos, que eran personas asesinadas por las milicias fascistas, ya sea mediante saca o mediante paseo. Ah, il l'a pas encore dit là. Il en parlera plus tard des sacas. Et ce qu'on appelle les sacas en espagnol, en Espagne, c'est quand en fait ce que faisaient les milices fascistes, ils emprisonnaient les gens dans des prisons. Et puis ils faisaient ce qu'ils appellent les sacas, qu'on peut traduire par des sorties. Et donc ils faisaient sortir les gens des prisons, mais pour aller les exécuter plus loin. C'est ça, c'est à ça que ça fait référence le mot saca. Y que no se demorasen demasiado en cuestiones de trámite. Veíamos los camiones con las mujeres Ah oui, alors là, donc là, elle va parler du sort des femmes. Donc là, en fait, le documentaire, c'est surtout des personnes qui viennent donc de ce village de Medina del Campo qui témoignent. C'est pas des choses qui sont arrivées que là, évidemment, c'est des choses qui sont arrivées dans toute l'Espagne, mais ce sont des personnes de ce village particulier qui témoignent. Et là, attention, parce que c'est vraiment un peu dur ce qu'elle va raconter. querían ellas que las cogían, que las habían cortado el pelo y las habían quedado un cacho así y con un lacito las llevaban paseando por la calle en el camión para que las viera la gente. Un camisón, cortarles. Alors, du coup, là, ils vont... Alors, quand elle dit qu'ils leur enlevaient un bout de front, là, il va en parler, et il va parler de l'huile de ricine. Apparemment, c'est corrosif. Alors, je pense qu'il n'y avait pas que de l'huile de ricine, parce que j'ai vu que c'était pas chez tout le monde, mais apparemment, voilà, il leur mettait un truc corrosif là. J'ai quand même gardé huile de ricin, pardon. J'ai quand même gardé ça, mais voilà, apparemment, il leur mettait un produit là pour que ça leur fasse un trou avant de les exécuter, hein, évidemment. Mais non, drapeau, pas cette fois. La dernière fois, oui, mais pas cette fois. El pelo, darles aceite ricino y paseándose por la Plaza Mayor en una camioneta. Y claro, con aceite de ricino, ¿sabes lo que te pasa? Tienes una colitis enorme y es asqueroso verlo y demás. Pues eso es lo que hicieron. Era cuando fueron a hacer la saca. Là, c'est les fameuses sacas dont j'ai parlé. Cuando decían que les montaban al camión y ella dijo que no montaba el camión. Fue allí cuando la pegaron los 2 tiros o los 3 tiros o los que fuera en la misma puerta de casa, porque ella dijo, si queréis montarme al camión, montadme vosotros. Miguel Ángel Rodríguez está hablando de su abuela, Bonifacia Álvarez Hillera, la segunda víctima asesinada de esta familia. La primera fue el primer asesinado en Medina, Andrés Rodríguez Álvarez. En Medina Donc voilà, hein, bien sympa tout ça. Donc le sort réservé aux femmes, en fait, ils les mettaient sur ces camions pour que tout le monde les voie, et puis derrière, ils allaient les assassiner dans le champ d'à côté où
ou je ne sais pas où. De toute façon, il y a encore beaucoup de fosses qu'on n'a pas découvert en Espagne, hein, pleines de victimes du franquisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on est encore loin d'avoir tout retrouvé, quoi. Donc là, ils vont parler des prisons. Encerraban a los represaliados en el actual Palacio Testamentario y también en unos calabozos que había en el ayuntamiento. Allí les trataban de forma inhumana. No les daban de comer, había que llevarles la comida, y la cena y el desayuno, y la ropa limpia. Tenía una habitación que no Ouais, c'est dur, hein. Je sais que c'est dur, hein. tenía era interior, y tenía una ventanuca alta. Ils ont encore fait une mise en scène, voilà, parce que c'est pour illustrer, voilà. J'imagine. Y mi madre puso una mesa y una silla, y todos los días a las 6 de la mañana se subía porque iba al camión y paraba en la iglesia. Y yo, cuando se iba mi madre, me subía yo. Donc cette dame qui témoigne, elle avait 7-8 ans quand le coup d'État a commencé en Espagne. Et une enfant plus âgée, j'ai l'impression que j'ai souffert. Y veía el camión y veía a los falangistas que se subían, que se montaban, pero a presos de eso no les vi nunca. Este es Julián Villacorta, Donc cette dame qui vient de témoigner s'appelle Sofía Villacorta. C'est à elle, bon, et aux autres enfants des victimes du franquisme qui était dédié le documentaire. Il y avait un petit message au tout début du docu. Donc là, on voit une photo de son papa qui a été emmené. padre de Sofía Villacorta. Le detuvieron con 28 años porque pertenecía a la Casa del Pueblo, tal y Alors du coup, la Casa del Pueblo, j'ai été voir ce que c'était. Donc en fait, c'était des points tout simplement de rencontre des personnes qui habitaient dans une même commune. Alors en général, c'était des espaces plutôt socialistes qui promeuvaient l'éducation, la culture, les activités politiques et sociales parmi les personnes de la population, hommes, femmes confondus. C'est là qu'on avait quand même une grande avancée à l'époque d'un point de vue égalité homme-femme, hein. C'est quand même pas mal. Et du coup, considérés comme des réunions de communistes, des dangereux communistes. Oh là là, des gens qui veulent répartir les richesses, hein, c'est horrible. como ordenó Mola. Dejó en casa mujer y 3 hijos pequeños. Una vez encarcelado, se comunicaba con su familia por carta. Cárcel de Medina, 14 de agosto del 36. Querida Narcisa, os deseo salud a todos. Yo me encuentro bien. Narcisa, Je sais pas si vous voyez bien les sous-titres. Si vous les voyez pas bien, je peux faire des pauses et vous les lire, si vous voulez. ayer escribí a mis padres y les decía que me encontraba aquí, y desde luego sin causa ninguna. Con la muda, mándame otra sábana, almohadón y una servilleta. No fue posible cumplir el encargo. Al día Donc, pour faire un petit résumé pour ceux qui auraient eu du mal à lire les sous-titres. Donc, dans la lettre, il dit qu'il va bien. Bon, j'imagine qu'il va bien dans la mesure du possible. Ah bon, ça va. Et qu'il a besoin d'une serviette, de draps, etc. Mais que jamais en fait, sa famille n'aura jamais pu lui apporter ce dont il avait besoin. siguiente, Julián Villacorta desapareció. Fue mi tía a llevarle el desayuno por la mañana con la ropa para cambiar, y la devolvieron todo lo que tenía mi padre. Y le dice, no está, ha salido. El día de la Alors ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup fait par les franquistes. C'était de ne pas dire ouvertement aux familles ce qui était arrivé, donc aux prisonniers qui n'étaient plus là, et de vraiment
essayer de mettre le truc sous le tapis. Ah bah non, bah il est parti, bah on sait pas, comment ça? Vous l'avez vu vous? Bah non, nous on l'a pas vu. Voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup arrivé à l'époque. Asunción de la Virgen, de gran devoción entre los católicos, los fascistas hicieron la primera gran saca de Medina. No se sabe cuántas personas fueron asesinadas. La ARMH Valladolid tiene Alors du coup, la ARMH de Valladolid, c'est une association pour la récupération de la mémoire historique. Donc c'est une association qui a été formée dans les années 2000 et qui a déjà retrouvé des traces de presque 7000 personnes mortes victimes du franquisme. Et en plus, ils mènent des enquêtes, ils font des recherches sur tout ça. Papa, il est au ciel. Oui, c'est ça, hein, c'est complètement ça. Le problème, c'est qu'ils le disaient pas ouvertement, donc c'était quand même c'est dur pour les familles, hein. constatadas 4 muertes, pero es muy posible que fueran muchas más. Uno de los asesinados fue Teófilo Bragado Alonso, 33 años, casado y con 2 hijas. También mataron a Félix Llorente Gutiérrez. Mi tío abuelo era de San Cibrián, provincia de Ávila, y fue desaparecido aquí en Medina del Campo el 15 de agosto del 36, aquí era ferroviario. También asesinaron a Julio Álvarez Hillera. Et donc là, ça y va, hein, les noms des personnes qui ont été assassinées, etc. Tío abuelo de Miguel Ángel Rodríguez, tercera víctima mortal de esta familia. Había ido a decirnos, pues ya han matado o alguna cosa. Nadie ha ido allí a decir nunca a mi madre que a su marido la habían matado. La mayoría de esos asesinatos ni siquiera se inscribieron en los registros civiles, el registro de defunción, con lo cual nos da lugar a una situación de impunidad. Donc voilà, c'est qu'en plus, on pouvait même pas leur reprocher, en fait, au final, hein. C'est aussi une façon, ben non, nous, on n'a rien fait. Vous avez des preuves que ces personnes sont décédées? Non? Et ben voilà. Ça, c'est aussi une façon de camoufler leurs crimes, parce qu'on parle de crimes, hein, à ce niveau-là. Quand on parle d'exécution comme ça, on parle de crime. Il n'y a pas d'autre mot pour en parler. Al principio de la guerra, como en otros países del mundo, en Latinoamérica igual, Alors ce monsieur, je ne sais pas si on l'avait déjà vu, je crois que oui. C'est aussi alors lui c'est un anthropologue, c'est écrit en fait. C'est écrit, c'est un anthropologue qui a aussi travaillé sur la loi de la mémoire historique en Espagne là en 2020. Il a aussi fait beaucoup de recherches et beaucoup de rapports sur les personnes qui ont survécu, qui ont été torturées sous le franquisme. Et il a aussi participé à l'exhumation des corps des victimes en Espagne des fosses communes. C'est horrible pour les familles. Oui, c'est ça qui est horrible pour les familles. C'est qu'on ne leur reconnaît même pas le fait que la personne est décédée. Même pas, ils peuvent même pas se raccrocher à ça, quoi. Comment on dit quand on a un papier là, que quelqu'un est décédé. C'est un nom. Le droit au deuil, oui, c'est ça. Forense, ça veut dire c'est légiste. Légiste, c'est comme les médecins légistes. C'est ceux qui peuvent, en regardant des corps ou des squelettes, qui peuvent voir s'ils sont morts d'une cause qu'ils peuvent détecter ou quoi. Mais oui, le droit de savoir, hein, tout simplement, hein. Et je t'en prie, en rigolo. C'est vrai que j'ai pas pensé à... Je suis terrible. Je sais pas si on traduirait toujours par légiste, mais dans ce cas-là, ça veut vraiment dire que c'est un spécialiste, voilà, de savoir de quoi les personnes sont décédées. Que los muertos se vieran por las calles, para sembrar el terror del que hablaba Mola, para que trascendiera. No importaba que el cadáver estuviera a la vista de todos, pero cuando fueron pasando los primeros meses, eso era tal escándalo internacional que empezaron a esconderlos. Y ahí viene, por lo tanto, el esconder los cadáveres en pozos, minas, galerías. Donc là, ça va être assez horrible aussi, hein, ce qu'il va raconter. Mais oui, au début, en fait, comme on disait, voilà, pour instaurer ce climat de terreur, pour être sûr que personne ne se rebelle, et d'ailleurs, on verra plus tard dans le docu, comme je dis, je sais pas si on arrivera jusque-là, mais on verra que, bah, il y avait même une loi de silence parmi les survivants quand la guerre civile s'est terminée. Les gens dans les mêmes familles, dans les familles eux-mêmes, n'osaient même pas parler entre eux de ce qui s'était passé, tellement ils avaient peur, tellement la terreur s'était instaurée en chacun. Y etcétera. Si hablamos en lugares de costa, arrojarlos, por ejemplo, por los acantilados. En Burgos hay turcas, simas,
en las que no se sabe cuánta gente hay en... Alors, ce monsieur, j'attendais que son nom apparaisse pour dire qui c'est. Donc lui, il a été victime du franquisme. C'est quelqu'un qui a été torturé par les franquistes. Donc là, on va avoir des témoignages sur la torture. Donc attention, encore une fois, trigger warning. Et il fait partie d'une association qui s'appelle En Medio de Abril, qui est aussi une association pour la mémoire. Alors attendez, je vais quand même vérifier. Il est où? Où est-ce que je l'ai noté? Ce monsieur. Il est là. Donc voilà, c'est une organisation pour la mémoire de la République qui cherche à se souvenir et à faire un hommage pour les personnes qui ont été réprimées pendant la guerre civile et la dictature. Et quand on dit réprimées, on parle autant d'avoir été assassiné que emprisonné, torturé, etc., etc. Et ce monsieur, il a surtout travaillé dans un endroit qui s'appelle Ribera del Duero, qui est un village. Enfin, quand je dis village, c'est une commune, on va dire. Donc voilà, c'est carrément, oui, c'est carrément des crimes contre l'humanité. Mais vous verrez que plus tard, le franquisme a créé des lois rétroactives pour pouvoir justifier et légitimer les crimes. Il devait être très jeune, oui, il devait être très jeune, hein. Il devait être. Bah, après, il a été torturé pendant le franquisme, hein, donc il a pu être torturé à la fin de la dictature dans les années 60 et pas forcément pendant la guerre civile ou quoi. Alors moi, je prononce ça Acacio Puig. Je pense qu'il est catalan, vu le nom de famille qu'il a. Mais bon, après, on peut avoir un nom de famille catalan et pas être catalan. Mais moi, je prononce Puig, que la dictature a réprimé des gens jusqu'à la fin, jusqu'au bout, hein. Enterrada porque iban los camiones de la zona y les echaban vivos a 60 metros de profundidad. Y es una situación... Ah, je suis désolée, je me rappelais plus de ça. C'est assez trash. Ouais, jusqu'en 77, exactement, jusqu'à l'amnistie. Je crois que t'étais pas encore là, maman, mais en gros, en 77, c'est la date qu'on considère fin de la dictature, parce que c'est la date où ils ont voté l'amnistie, c'est-à-dire, on pardonne, on pardonne les fascistes, on pardonne les franquistes, c'est bon, il s'est rien passé, circuler, il y a rien à voir. Donc on considère ça. Mais oui, oui, hein, ils ont torturé des personnes, ils ont assassiné des gens jusqu'en 77. On reparlera à un moment de ce qui s'est passé, de ce brouillard qu'il y a eu à ce moment-là, mais c'était très brumeux même dans la tête des gens. Les gens ne savaient pas. Il n'y a pas eu de coupure nette en fait entre la dictature et la monarchie parlementaire qu'ils ont instaurée tout de suite après, ce qui a fait une ambiance très très bizarre. Je verrai si je trouve des gens qui témoignent de cette époque parce que ça doit être très très intéressant à écouter. Que es triste y es vergonzoso decirlo, llega hasta hoy, porque hoy tenemos a muchos miles de personas de ese primer verano. Digo ese primer verano porque fue la mayor parte de estos asesinatos extrajudiciales fueron en el verano del 36, donde triunfó el golpe, y hoy estamos todavía pendientes de que en muchos sitios se rescaten sus cuerpos, lo cual, desde mi punto de vista, para una sociedad democrática y avanzada como se supone que es la nuestra, es una vergüenza. El 19 de agosto asesinaron a Luciano Nicolás Fernández Pozo, padre del también asesinado Emilio Fernández Andrés. Mais là, ce qu'on voit, c'est ça, c'est qu'il y a des familles où le père, les fils, ils ont fait un véritable carnage dans la famille, c'est-à-dire qu'il restait moins de la moitié des personnes. C'est horrible. Otro de los hijos de Luciano, Venancio, fue la tercera víctima de esta familia. Como en mi familia habían asesinado a mi abuelo y habían asesinado a mi tío Emilio, pues era una familia de rojos. Y entonces C'est vrai que cette fois, encore une fois, je ne l'ai pas rappelé. Le terme rouge, je l'ai gardé et ils appellent rouge les républicains, puisque le rouge, c'est la couleur plus ou moins du communisme. Mais ces gens n'étaient pas tous communistes, comme j'ai dit, hein. C'était surtout des personnes fidèles à la République, avant tout, mais qui ont été très vite... voilà, rouge, c'est censé être péjoratif, hein. Si vous allez en Espagne et qu'on vous traite de rojo, c'est pas gentil. Enfin, c'est pas censé être gentil, voilà. Famille décimée, oui, oui, il y a eu des familles entières qui ont été décimées à l'époque, hein. le forzaron a Venancio, a Nancho, le forzaron a alistarse en el bando nacional y una bala de una ametralladora le atravesó los dos uréteres y murió aquí en Medina en el hospital, un héroe de guerra. Había un letrero en la colegiata donde estaban los muertos nacionales y ahí estaba metido Nancho. Mi abuelo no y mi otro tío tampoco. Donc là, ce qu'il dit, c'est ça, c'est qu'il a un de ses oncles, donc son grand-père et son frère, le frère de son grand-père qui ont été assassinés, qui, eux, n'ont reçu aucune forme ni d'hommage, ni de reconnaissance, ni rien, mais que par contre, il y avait un troisième qui, lui, a été enrôlé de force dans l'armée nationaliste, et quand lui, il est décédé, lui, il a eu le droit à être affiché parmi les morts, les victimes, etc., de la guerre. Tú cuando tienes una abuela
Là, il va dire vraiment, là, je trigger warning de ouf, là, gros trigger warning, c'est dur, là, ce qu'il va dire. Que la pobre mujer no se alimentaba, solo tomaba café. No le entraba comida sólida. Había perdido a su marido, a sus 2 hijos. Y no era persona. Je marque une petite pause. N'hésitez pas à aller boire de l'eau. Ouais, le témoignage est très dur. Mi padre le llevaron Allez, je mets le suivant, on va y arriver et on va faire une petite pause après de nouveau. a la prevención. Y en la prevención, pues unos señores que había allí la dijeron que llevara ropa y un colchón. Y cuando fuimos a llevárselo, ya le habían llevado. Está hablando de su padre, Cecilio Nieto Pérez. Su delito, pertenecer a la Casa del Pueblo. Donc encore quelqu'un qui participait à la vie. Il nous faut beaucoup d'amour pour contrebalancer l'horreur qu'on est en train de regarder. Beaucoup, beaucoup d'amour. Sofía Villacorta presenció su detención. Ese le vi que le sacaron dándole culetazos con el mosquetón y le montaron en el S. Le empinaban para que montara en el S y otros le daban con el, venga dándole con el mosquetón. Le daban, venga y venga y venga. Y la mujer y las hijas y otros estaban a la puerta sin dejar salir a la madre ni a las hijas. Y las hijas llorando y gritando. Le llevaron en un camión por ahí por Ataquines y se escapó. Le volvieron a coger los falangistas. Estaba escondido entre los pinares y salió y le encontraron bebiendo en un charco. Y ya le cogieron otra vez y sabe Dios dónde le llevaría. Donc voilà. Joie, n'est-ce pas, évidemment, hein, joie et bonne humeur. Donc ces 2 femmes, en fait, étaient voisines, petites, mais je sais pas si elles se connaissaient à l'époque, si elles se sont connues là pour le docu ou quoi. Mais voilà. Lo que sí se sabe es que le asesinaron el 1 de septiembre, 2 días después de detenerle. Donc ça, c'est très, très, très fréquent, hein, ça. Je suis revenue. Y sabe Dios dónde le llevaría. Lo que sí se sabe es que le asesinaron el 1 de septiembre, 2 días después de detenerle. Donc ça a été très fréquent, en tout cas au début de la guerre civile, d'arrêter les gens, de les mettre en prison pour garder une façade de non mais nous on l'a juste mis en prison, voilà, rien de plus. Et en fait ils passaient une nuit, 2 maximum en prison avant que les sacas soient organisés et que les personnes soient exécutées, fusillées. C'est dur mais c'est pas l'enseignement national qui nous aurait appris tout ça. Et vaut mieux savoir ce qui peut arriver de pire. Oui, c'est ça, j'ai réalisé à force de parler avec des gens en France qu'en fait en France c'est un sujet dont on ne parle presque pas. La Junta de Defensa Nacional fue construyendo con prestigio. Donc voilà, là ils vont expliquer comment en fait le franquisme a petit à petit créé sa propre légalité. Donc en créant des lois rétroactives ou en accusant les exécutés de crimes qu'ils n'avaient pas commis. Pour rappel, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mon arrière-grand-père, donc le papa de mon papy, qui est le papa de ma maman, beaucoup de papas, a été assassiné donc en octobre 1936, hein, donc quelques mois après le début de la guerre. Lui, il était maire, il était affilié à la République, évidemment. Et on sait qu'il a été accusé d'être un maquis, enfin d'être un maquisard. Je ne sais pas si on dit maquis ou maquisard en français. Alors que le phénomène des maquis, c'est-à-dire donc des milices républicaines qui se cachaient en forêt, surtout dans le nord de l'Espagne, hein, là je vous parle de l'Andalousie, de Grenade, donc voilà, sont apparus plus tard. Et donc voilà, il a été accusé d'un truc qui n'existait pas encore. Voilà, c'est la magie du franquisme. Su propia legalidad, la correspondiente a un gobierno autoritario fascista. El 13 de septiembre aprobó la ilegalización de todas las organizaciones pertenecientes al Frente Popular. Realmente lo que se segó de raíz fue la democracia.
No, Ouais, c'est ça. Je sais que j'ai déjà parlé de ce monsieur la semaine dernière. Donc, ce monsieur est un juge. Juez, ça veut dire juge. Il est là. Donc, lui aussi, il a lutté pour mettre en avant les crimes commis par les franquistes. J'allais dire les franchistes. J'allais faire un mix entre fascistes et franquistes. Et il a voulu aussi, il a mis en avant aussi donc les juridictions illégales hein, qui ont été mises en place par les franquistes et qui étaient d'ailleurs anticonstitutionnelles à l'époque. Et apparemment, il lutte aussi beaucoup contre le fascisme en général à travers le monde. Ni la República, ni el comunismo, ni el socialismo, ni el Frente Popular. Se cegó la democracia. El 23 de Donc là, ce qu'il explique, c'est ça, hein, c'est que vraiment le but, c'était d'anéantir toute forme de démocratie dans le pays. Donc là, on revient sur la mise en scène qu'ils ont mis en place. Hein. Encore désolé pour les images un peu dures. septiembre se declaró que los asesinatos perpetrados entre el 14 de abril del 31 y el 18 de julio del 36, cometidos por afinidad a la ideología del movimiento nacional, no eran constitutivos de delito. Donc voilà, donc là ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont mis en place le fait que si des gens qui étaient sympathisants avec le mouvement nationaliste et donc anti-républicain avaient commis donc des crimes, des assassinats pendant la Seconde République, qui, je le rappelle, a été mise en place entre 31 et 36 en Espagne, étaient amnistiés, c'est-à-dire qu'on ne faisait plus porter de charges contre eux à ce moment-là. La clásica autoamnistía que está rechazada por todo el derecho internacional, que además tenía un significado muy directo respecto de grupos falangistas, de los cuales en algunos de ellos se le vinculaba al asesinato de un magistrado que había condenado a José Antonio, asesinado por unos falangistas, y así cantidad de tropelías de pistoleros de falange. Ese es el sentido de esa amnistía. Donc voilà, en gros, il y avait déjà eu des cas de phalangistes qui avaient assassiné des personnes affiliées à la République avant le coup d'État, et donc ces gens-là ont été amnistiés complètement. Voilà, voilà, tout va bien. Ah, donc on arrive à un nouveau chapitre, répression républicaine. Hein. Il y a écrit- Je crois que c'est assez transparent ce titre, je crois que ça va. El 7 de noviembre comenzó la matanza de Paracuellos del Jarama. En total fueron asesinados en torno a 2.500 presos del bando fascista. Donc là, on va parler d'assassinats qui ont été perpétrés cette fois par les républicains envers des fascistes. Mais vous allez voir que c'est bien précisé qu'il s'agit d'une réponse. La République n'a pas du tout assassiné de personne tant qu'elle était mise en place. Après, bon, je pense que face à l'horreur, sans dire que ça reste des assassinats, évidemment, mais bon, ça a été une réponse à l'horreur qui était déjà en train d'être perpétrée par les nationalistes dans le pays à ce moment-là. Et bon, je crois qu'ils vont l'expliquer, mais je l'explique avant quand même. Mais en fait, Mola n'arrêtait pas de parler de cette 5e colonne. Donc les colonnes, ce qu'on appelle des colonnes, c'est tout simplement des armées hein, qui avançaient vers Madrid. Donc il y avait 4 colonnes qui partaient du nord, 3 qui partaient du nord de l'Espagne et une qui partait du sud de l'Espagne. Et Mola n'arrêtait pas de dire qu'il y avait une 5e colonne qui dormait, entre guillemets, à Madrid, prête à se réveiller à tout moment, etc. Je ne sais plus combien de personnes ont été emprisonnées, mais beaucoup. Et apparemment, comme dit le documentaire, plus de 2000 qui ont été assassinés. Et donc, ça a été une réponse, voilà, par crainte que ces hommes-là ne continuent à perpétrer ce que les autres étaient en train de perpétrer dans le reste de l'Espagne. Ils ont été exécutés et assassinés par les républicains. Efectivamente, hubo represión en el lado republicano, seguramente excesiva, desde luego, si hay que reconocerlo, sin paliativos en lo que se refiere a las víctimas de sacerdotes y religiosos, que se calculan en unos 8.000. Realmente, en la guerra civil hay que reconocer que hubo excesos republicanos, eso no es innegable, fundamentalmente por los anarquistas en Cataluña y aquí por Paracuellos. O sea, Paracuellos no se... Du coup, Paracuellos, c'est vraiment un truc très très connu et très très mis en avant encore maintenant par les gens qui estiment que le franquisme, c'était pas si grave que ça, etc. Et ils vont mettre ces événements en avant
Alors que bon, par rapport au poids, pour ce qui est de la répression franquiste et nationaliste, on parle quand même d'entre 500 000 et 1 million de morts sûrs. Et les personnes les plus pessimistes montent à 2 millions de morts. Je parle juste des morts, hein. C'est-à-dire que là, je ne parle pas des gens qui ont été mis en esclavage dans les camps de concentration, ni des personnes torturées, etc. Là, on ne parle que des morts. Alors, je dis pas un mort, c'est un mort, hein, attention. Mais bon, entre 2000 d'un côté et au moins 500 000 sûrs et certains de l'autre, d'un point de vue de la balance, on n'est quand même pas sur le même niveau de massacre, hein. Oui, c'est ça, c'est les mêmes qui te disent qu'Hitler était pas si terrible qu'il a fait des autoroutes. Oui, oui, voilà, c'est exactement ça. C'est sous prétexte qu'il y a un truc qu'on peut considérer comme bien, alors qu'un autre aurait pu le faire, hein. On va fermer les yeux sur les génocides perpétrés parce que là, on parle clairement de génocide, hein. Puede admitir en el derecho internacional. Entonces, ¿que hubo violencia? Pues sí, Paracuellos ya lo he nombrado, es un caso de una gente que debería haber estado en una cárcel. Se sont d'ailleurs beaucoup basés sur ça, voilà, pour justifier leurs actes, comme si leurs actes avaient été la conséquence donc du massacre de Paracuellos, alors que pas du tout, hein. Comme on voit, ce qui s'est passé à Paracuellos, c'était ça la réponse aux nationalistes et aux fascistes, et non pas l'inverse. On se retrouve dans un retournement de situation qu'on a vu la semaine dernière, où en fait les nationalistes ont accusé donc les républicains d'être responsables des assassinats et des massacres, l'air de dire bah oui, mais si vous n'aviez pas mis en place une république autant de gauche, on n'aurait pas perpétré ces massacres. C'est vraiment retournement de la charge de la culpabilité. Et comme j'ai déjà dit la semaine dernière, ça nous rappelle très 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 fort quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça reste dégueulasse. Je trouve pas d'autres mots et je le trouve encore trop euphémisant comme mot. Con los derechos de un preso, fueran fascistas, golpistas, ayudantes del golpe, salidos del cuartel de la montaña de Madrid o lo que fuera, deberían estar en la cárcel con sus garantías de unos presos y no acabar como acabaron en Paracuellos. Las víctimas son víctimas y no tienen ideología. La ideología la ponen quienes las recuerdan poniéndole etiquetas en contra de aquellas otras que denostan y eliminan. Estos hechos se utilizan frecuentemente para equiparar la violencia. Voilà, là c'est ce qu'il dit, voilà, les événements de Paracuellos sont vraiment souvent, très 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 souvent cités par les... Je sais pas si on peut parler de néo-franquistes, mais il y a toujours des gens en Espagne, de toute façon, voilà, pour dire que le franquisme, c'était... J'arrive même pas à le dire, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Que c'était pas si terrible, hein. J'arrive pas à mettre un mot positif dans la même phrase que franquisme, désolé. J'ai beaucoup trop de mal avec ça. De ambos bandos, un argumento falso, invalidado por la historia. Habría que contextualizarlo en el sentido de una situación en la que en los primeros meses el gobierno republicano tiene los resortes de poder alejados, no controla la situación. Luego ya, más adelante, cuando llega ya el gobierno sobre todo el de Negrín, se intenta reconducir todo eso. Pero yo no diría la República, porque mientras los golpistas, están las instrucciones de Mola, están las alocuciones de Queipo de Llano, tú no vas a buscar ese llamamiento a la violencia en ningún miembro del gobierno de la República. Et là, il a raison. C'est-à-dire que Mola et Queipo de Llano ont fait des appels au meurtre. Ils ont fait des appels voilà, à faire des choses horribles aux personnes qui étaient affiliées de près ou de loin à la Seconde République. Ils ont dit textuellement de ne pas hésiter à assassiner son voisin, ses frères, etc. Ce n'est jamais arrivé chez des personnes affiliées à la République. Jamais. On ne retrouve pas ça. Et ça, c'est important de le rappeler aussi. La República hizo todo lo posible por restablecer el orden. En el lado de los sublevados es una represión premeditada, sistemática, selectiva, etc. Mientras que del lado del republicano, en los primeros meses, en la medida en que es una represión excesiva e injusta, es como consecuencia del desorden que produjo la propia sublevación, de tal manera que la sublevación indirectamente también es responsable de lo que pasa en la retaguardia republicana, porque si no hubiera habido situación, no se hubiera dado esa situación de desorden. Y volviendo a ver para... Et ça, c'est important ce qu'il dit, et il a raison. Et il a raison. Cuellos, que mucha gente lo sabe, el culpable indirecto, y recalco lo de indirecto, es el general Mola.
porque el general Mola empieza a hablar de la quinta columna. Y dice, avanzan sobre Madrid 4 columnas, etcétera, pero lo más importante es una quinta columna que hay en Madrid. Lo lógico hubiera sido alejarlos de Madrid, llevárselos pues, a Valencia o a donde fuese. Y esto fue inicialmente lo que se hizo. Pero después alguien dio la orden de ejecutarlos y de asesinarlos sistemáticamente. Y por tanto, querían eliminar, desafortunadamente reprochable, o alejar de Madrid a eso que podía ser la quinta columna. J'ai perdu mon fil. Du coup, j'ai pas suivi ce qu'il a dit, mais je crois qu'il a parlé de la cinquième colonne. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, cette menace donc d'une armée déjà présente à Madrid, prête à agir à tout moment. Et donc, forcément, face à l'horreur qui se passait, la conséquence a été les événements qu'on a vus à Paracuellos. Bon, je vais falloir que je recompte mes mailles, moi. Donc là, ça y est, on a vu tout ce qui s'était passé niveau républicain, les exactions qu'ils ont pu commettre contre les franquistes, hein, et ça y est, voilà, on a tout vu. C'est-à-dire que tout le reste de l'horreur est commise par les nationalistes, par les franquistes. Donc là, on parle de la répression franquiste qui reprend de plus belle dans la retaguardia. La retaguardia, c'était les zones qui étaient déjà contrôlées par les nationalistes en Espagne. C'est-à-dire que pendant la guerre civile, il y a eu plusieurs fronts qui se sont formés. Et notamment, les nationalistes ont eu beaucoup de mal avec la Catalogne et la zone de Madrid. L'Andalousie est tombée en quelques mois. Pareil pour et le nord de l'Espagne, lui, par contre, là, c'était rempli de fronts. Il y avait encore beaucoup de batailles, etc. Donc voilà. Je sais pas si je voulais dire autre chose, mais je crois que non. Donc on reprend. A principios de noviembre comenzó la batalla para tomar Madrid. Los militares sublevados... Bataille qui a duré jusqu'au bout, hein. Et d'ailleurs, je précise que Madrid n'est jamais tombé. C'est-à-dire que c'est quand Barcelone est tombé que Madrid s'est rendu. Puisque, bon, seul face à l'armée franquiste, une fois qu'il n'y avait plus Barcelone, et pour l'approvisionnement, etc. De toute façon, ils savaient que c'était mort, que c'était fini. Donc Madrid n'est jamais vraiment tombé face aux fascistes. C'est le fait que Barcelone tombe qui a fait que Madrid s'est rendu. Lo intentaron, pero no lo consiguieron. El fracaso militar de los rebeldes provocó el recrudecimiento de la represión. Donc voilà, les gars, ils ont tellement d'ego que comme ils n'ont pas réussi à prendre Madrid d'entrée, la répression, donc en dehors, dans les zones déjà contrôlées par les nationalistes, a décuplé. Je sais pas si le mot décuplé est celui-là, mais redouble en intensité, j'ai mis, oui, c'est pas mal aussi. En retaguardia. Un ejemplo. El 6 de diciembre detuvieron a Julián Monsalvo Díaz, padre de Manuel Monsalvo. Mi padre se fue a trabajar, era panadero, y se fue a trabajar la panadería que hay en la calle Padilla, que entonces era de Juan Cuadrado. Y allí pues le fueron a buscar y estuvo en la cárcel como aproximadamente, le tuvieron retenido como un día y medio, o los 2 días no llegaron. Estaban en la prisión. Donc là, c'est ce que je disais, hein. Les gens étaient vraiment, en début de guerre en tout cas, ne restaient vraiment pas longtemps en prison. C'est-à-dire qu'ils disparaissaient assez rapidement au bout d'un jour ou deux. No había ninguna causa para retenerles en la prisión. La prisión decidió dejarles en libertad y el día en que les dejaban en libertad, en la puerta de la misma prisión, te estaban esperando. Y te estaban esperando para hacerte desaparecer. Y además, Donc ça, voilà, ça je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais bon, vous savez que le métier de streameuse, hein, si tant est que c'est un métier, se répète, c'est se répéter. Donc du coup, pour mon arrière-grand-père, il a été lui emprisonné donc dans une prison à Grenade en octobre 36. D'ailleurs, son beau-frère était, de ce qu'on sait, son beau-frère était guardia civil. Les guardias civils, c'est un corps armé, mais qui s'occupe de la population civile. Donc ça, c'est un peu l'équivalent des gendarmes, mais c'est pas non plus exactement la même chose, mais dans le sens où c'est un corps de l'armée, mais sur le territoire. Son beau-frère qui du coup était allé lui garder la porte de la prison pour lui dire moi je vais te protéger, t'inquiète pas. Le beau-frère a été assassiné. Mon arrière-grand-père, ils lui ont dit bah c'est bon, tu peux y aller, et il semblerait qu'il lui ait tiré dans le dos.
C'est ce qu'on sait. C'est ce qui nous est revenu. On peut pas être plus sûr que ça, mais c'est ce qui nous est revenu. Enterrados en fosas clandestinas. En este dibujo se ven a unos paisanines de pueblo que están echando cadáveres en una fosa. Y a lo lejos ves aquí en un lateral unas cruces, o sea, te está enseñando que lo están haciendo lejos de un cementerio. O sea, son, entre comillas, nuestras fosas. Y debajo hay una leyenda que dice, no entierran cadáveres, entierran semillas. Yo cuando vi eso se me pusieron los pelos de punta, porque explicaba perfectamente lo que nosotros estamos haciendo. Las violaciones de derechos humanos, desgraciadamente, son las semillas de la legislación y de la cultura de los derechos humanos. Los fascistas eligieron... C'est une phrase très très connue, ça, en Espagne, hein, le coup des graines à la place à la place des corps. C'est assez fort, c'est assez symbolique. Et d'ailleurs, on dit souvent, c'est-à-dire que les gens, quand ils ont été assassinés, n'ont pas tous été non plus entassés dans des fosses communes prévues. Bon, vous avez vu, ils étaient des fois jetés dans des mines, dans les égouts carrément. Et il y a aussi, en fait, on parle beaucoup en Espagne des cunetas. Ça s'écrit C-U-N-E-T-A, cuneta. Et les cunetas, c'est les bords de route. Et en fait, on sait qu'en Espagne, si on creuse les bords de route, il y a moyen qu'on tombe sur pas mal d'horreurs. Il semblerait que mon arrière-grand-père soit dans une cuneta comme ça. Et comme dans les cunetas, il y a des coquelicots qui poussent en Espagne au printemps, le coquelicot est devenu un symbole de la résistance et des victimes du franquisme, la résistance républicaine et les victimes du franquisme. Otro día sagrado del catolicismo, la Inmaculada Concepción, para perpetrar la matanza más numerosa de la que se tiene conocimiento en Medina. Alors Médina, pour rappel, c'est un village, alors je suis allée voir, aujourd'hui ils sont à 20 000 personnes, mais à l'époque on peut considérer qu'ils étaient sans doute la moitié. Donc ça restait un petit village, hein, donc, et on voit le nombre de personnes qui ont été assassinées rien que dans ce point précis. Voilà, maintenant il faut imaginer le reste de l'Espagne. Est-ce qu'il y a encore du ressentiment par rapport à l'envahissement de ça? Alors ça, c'est une question très très lointaine. Alors moi, j'ai l'impression que non, parce que forcément, je suis pas quelqu'un qui vit avec beaucoup de gens autour. Mais bon, après, c'est pas... Moi, je le vois pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que, bon, je vais faire une petite aparté histoire ancienne, antiquité de l'Espagne. Donc l'Espagne, au Paléolithique, était très peu peuplée, en tout cas surtout les côtes. Apparemment, dans le centre de l'Espagne, on retrouve très peu de traces de passage des humains. On en retrouve quand même, hein, mais voilà, très très peu. C'est surtout les Romains, voilà, qui se sont enfoncés beaucoup plus dans la péninsule. Quand l'Empire romain s'est effondré, ce sont les Visigoths, donc c'était des peuples germaniques, il me semble, qui sont venus s'installer dans la péninsule. Et donc au 8e siècle, les peuples arabo-musulmans sont arrivés par le sud. Et les Visigoths n'étaient pas spécialement chrétiens plus que ça ou quoi que ce soit. D'ailleurs, quand la reconquête a repris, ce qu'on appelle une reconquête, mais en fait, il n'y avait rien à reconquérir puisque les peuples qui ont conquis donc la péninsule au profit des chrétiens pour enlever les musulmans, c'était pas, ils se sont inventés eux des ascendances visigoths pour justement un peu justifier la reconquête, hein, c'est d'où le Saint-Jacques de Compostelle, tout ça. Ah, on a retrouvé la tombe d'un saint, donc c'est la preuve que l'Espagne doit revenir aux chrétiens. On parle surtout de guerre de territoire et de pouvoir, hein, basiquement. Après, je sais pas trop, comme j'ai pas la télé en Espagne, je sais pas comment c'est présenté ou quoi, mais je suis pas sûre qu'il y ait un ressentiment. En tout cas, à Grenade, qui est donc la dernière ville qui a été prise par les rois catholiques, hein, donc qui est la dernière à être tombée, et que la prise de Grenade a constitué donc la fin de l'islam en Espagne. Ici, les gens sont quand même assez fiers de leurs racines islamiques et musulmanes. D'ailleurs, on a l'Alhambra, qui est le monument le plus visité d'Espagne et qui est un palais mort. Quand je dis mort, c'est M-A-U-R-E, hein, pas mort quick, évidemment. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, mais après, ouais, je saurais pas te dire s'il y a vraiment du ressentiment. J'imagine que oui, qu'il y a des gens qui estiment que gna gna gna, mais dans les faits, de toute façon, c'est les guerres de conquête du Moyen-Âge, quoi, hein, les allées-venues, les c'est chez moi, c'est pas chez toi, les trucs habituels, quoi. Le but, c'est de contrôler un territoire parce qu'il y a de la richesse, quoi, à contrôler. Et bon, au passage, si on peut imposer notre religion, d'un côté comme de l'autre, hein, c'est pareil, hein, imposer une religion, voilà, c'est caca.
On n'oublie pas, hein. Oui, 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 l'Alhambra, c'est un mot espagnol, un mot arabe, pardon. Il semblerait d'ailleurs que ça veuille tout simplement dire le palais rouge, mais même les historiens, enfin les linguistes sont pas sûrs de ce que ça veut dire Alhambra. Mais oui, oui, tous les mots en al, si vous voyez en espagnol des mots qui commencent par al, pour donner des exemples, alfombra, ça veut dire tapis, c'est un mot arabe. Café, bon, ça, je sais qu'en français aussi, le café, ça vient de l'arabe. Almohada, c'est le coussin, voilà. Si Alicante, ah oui, tous les trucs que vous voyez comme ça, avec des al devant, c'est souvent signe quand il y a un al que le mot est un emprunt de l'arabe. D'ailleurs, l'arabe en espagnol a eu plus une influence lexicale, c'est-à-dire que c'est plutôt des mots qui ont été empruntés plus que des sons. On a tendance à croire que la jota espagnole, le son re, viendrait de l'arabe, et non, parce que la jota est apparue en Espagne, le son en tout cas, au 19e siècle. Donc bien après la prise de Grenade et que les Arabes soient partis de la péninsule, parce que la prise de Grenade, c'est 1492, hein. C'est la même année que Christophe Colomb a été envoyé en Amérique. Donc c'est arrivé bien après. D'ailleurs, la jota est une évolution du phonème che, d'où le Quichotte, qui se dit Quijote maintenant en espagnol. Mais c'est le che qui a évolué vers ce che, qui est pas vraiment le che arabe, parce que le che arabe ressemble plus au R français, en fait. Ils vont le chercher beaucoup plus loin. Voilà, c'était la petite aparté linguistique. Promis, j'arrête. Un jour, on fera de la linguistique évoluée, enfin de l'évolution de la langue espagnole, si vous voulez. C'est pour essayer de comprendre, savoir si les franquistes ont conquis rapidement le Sud à cause de ces faits historiques. Non, 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 ils ont conquis rapidement le Sud parce que le Sud était une zone beaucoup plus pauvre. Donc les gens étaient bien plus démunis face à l'armée franquiste. Ils avaient beaucoup moins de ressources pour se défendre. Et c'est surtout pour ça que l'Andalousie est tombée beaucoup, beaucoup plus vite, en fait, basiquement. Par contre, voilà, si on veut parler de mots qui ont été empruntés à l'arabe aussi, en espagnol, ils ont une expression, enfin un mot hein, qui est ojalá. Ojalá, ça veut dire si seulement, c'est un peu un truc d'espoir. Ojalá estuviera aquí, ça veut dire si seulement tu pouvais être là. Voilà, c'est vraiment cette idée de pourvu que, si seulement. Et ojalá est un dérivé de inshallah. Donc là, on a vraiment genre vraiment un parfait exemple lexical d'emprunt et de passage d'une langue à l'autre. Voilà, voilà. Il y a un épisode de Quand l'histoire fait date qui revient sur Grenade parce que oui, ah bah oui. Ouais, ouais, bah je sais pas si je continue mon aparté. On va dire que ça nous fait une petite pause dans l'horreur du franquisme. Mais oui, en fait, quand on regarde, c'est là que je vous ai dit que j'avais fait un peu de droit, c'est dans ces circonstances-là. En fait, moi, j'ai étudié le contrat qui avait été passé entre Christophe Colomb et donc les rois catholiques, qui sont ceux qui ont pris Grenade en dernier. Et le contrat est quand même vachement avantageux par rapport à Christophe Colomb, hein. Il récupérait 10% de toutes les richesses trouvées, il devenait vice-roi de toutes les terres trouvées, etc. Bon, il a fini en prison, hein. Ils ont trouvé une magouille pour le foutre en tôle, évidemment, et le déposséder tout. Bon, je dis pas que c'est un enfant de cœur non plus, hein. Voilà, je précise, évidemment. Mais en fait, et le fait que ce contrat était très avantageux envers Colomb est peut-être dû donc à l'euphorie d'avoir été les derniers à avoir fini donc la Reconquista, je mets des gros guillemets parce que ce mot ne fait pas vraiment sens. Il aurait fait sens s'il y avait eu des chrétiens sur la péninsule avant l'arrivée des musulmans, mais ce n'était pas le cas. On retrouve pas spécialement de traces de chrétiens avant l'arrivée des musulmans, pas plus que ça en tout cas. Soit l'euphorie, soit le fait que peut-être ils se sont dit bon de toute façon le mec il va mourir avec ses bateaux en mer donc on s'en fout, signons des trucs et au pire il trouve quelque chose et il a trouvé quelque chose. Voilà, mais voilà pour le petit aparté. Colomb, oui, Colomb en fait il avait demandé aux Italiens, aux rois italiens qui lui ont dit non pour lui filer des bateaux pour aller vers l'ouest. Il a demandé aux Espagnols qui lui ont dit non à l'époque, hein, puis il avait demandé aux Français, puis il a redemandé aux Espagnols qui là ils ont dit oui. Voilà, pour faire très simplifié. Hein. Ese 8 de diciembre asesinaron al menos a 21 personas. Alors c'est bien parce que du coup, j'ai repris Cache une liste de victimes, hein, donc c'était voilà. C'est bien, ça nous a remis dans l'ambiance, n'est-ce pas? Je sais pas vous, mais moi, ça m'a remis dans l'ambiance, dis donc. Terrible. Cuando siempre como desaparecido. Y claro, reclamábamos que había muerto, que dónde estaba, y siempre la palabra era desaparecido. En esa saca asesinaron a Benedicta Rodríguez Álvarez.
Donc ce monsieur, on en est à 4 personnes de sa famille qui ont été assassinées, hein, voilà. Je dis ça, je dis rien, évidemment. Ah, j'ai pas fait. Cuarta víctima mortal de esta familia. Si era la que llevaba la bandera o historia esta de la República. Bon, là, j'annonce que de nouveau, on est face à un témoignage extrêmement dur. Donc voilà, je vous le dis. No, es que me fastidia. Uno se pregunta, pero qué mal pudo hacer esta persona? Y la historia te dice, no, es que era la joven que llevaba la bandera de UGT el 1 de mayo. Alors l'UGT, c'était un parti syndicaliste, tout simplement. Donc là, on parle d'une jeune fille qui a été mise à mort de 19 ans parce que le 1er mai, donc avant hein, le coup d'État et tout, elle portait le drapeau de l'UGT dans le village. En el pueblo. Benedicta y Justina. Et une jeune femme du même âge qui, elle, portait le drapeau républicain dans le cortège de la manifestation. De 19 años. Et ce monsieur, je sais pas si on l'a déjà vu, mais comme vous pouvez le voir, c'est un chercheur, c'est une personne qui enquête dans l'ARMH de Valladolid, donc cette association pour la récupération de la mémoire historique. Una es abanderada. Il s'appelle Francisco parce que tout le monde s'appelle Francisco en Espagne, voilà. Y otra trabaja en el juzgado. Son chicas de 19 años que no han hecho nada. ¿Qué es lo que había hecho para que le cogieran y le fusilaran? Cuando se habla del fusilamiento, pues al abuelo le fusilaron. No son fusilamientos, son asesinatos absolutamente. Lo que vemos con mayor frecuencia son disparos en la cabeza selectivos. No es la idea del piquete fusilamiento en donde se pone a unos presos contra una pared después de que hay una resolución judicial que dice que les van a fusilar. No es esto. ¿Y qué hizo Julián Rodríguez Álvarez? Donc on est à la 5e personne de la même famille. Hein, non mais joie, hein, joie et félicité aujourd'hui. Estuvo refugiándose, escondido en un basurero y tal, y que les sé que, no sé si ya te digo, que por eso que decía que si le llevaron a Valladolid, y luego cuando y se salvó por no sé, pues... En Medina. Donc là, il parle de quelqu'un qui, on ne sait pas trop pourquoi, a été... Mais d'ailleurs, puisqu'on parle du franquisme, faut savoir qu'à l'époque du franquisme, ce sont les curés qui faisaient les registres civils. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon grand-père, si on veut comment on dit, son acte de naissance, ça n'existe pas. On ne peut trouver que son baptême, en fait. Et du coup, pour ma maman et mes tantes plus âgées, le curé se réservait le droit de refuser un prénom parce qu'il estimait qu'il n'était pas assez catholique ou chrétien. Je vais pas vous donner d'exemple parce que je vais pas non plus dire comment s'appellent tous les gens dans ma famille, mais voilà. Voilà. Donc il fallait qu'en catastrophe, les familles trouvent un autre prénom un peu à l'arrache. Bon, après, en général, la personne dans la famille, on continuait à l'appeler par le prénom qui avait été choisi, évidemment. Mais c'est des choses qui sont arrivées, voilà. En el campo hubo al menos 160 personas represaliadas. La mayor parte fueron encarceladas y o asesinadas entre julio y diciembre del 36. Se sabe que hubo ejecuciones en las tapias del cementerio, en el patio de armas del Castillo de la Mota y muy probablemente in situ. Una de las fosas, la única encontrada hasta el momento, es la de los Alfredos, una bodega abandonada excavada por la ARMH Valladolid. Los asesinos mataban a los presos junto a la bodega y los arrojaban a su interior por una zarcera. En otra muestra de crueldad e inhumanidad extremas, simplemente tiraban los cadáveres por un agujero, dejándolos amontonados y abandonados, pudriéndose unos encima de otros. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Là, c'est fou. C'est dur.